À la une ce soir, la ville de Fort-de-France se prépare à 4 jours du coup d'envoi des grandes parades des jours gras. Les dispositifs de sécurité sont vérifiés et 15 caméras sont réparties sur le parcours des défilés. Dernier jour de visite du secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard a dévoilé aujourd'hui les répartitions financières pour le plan de rénovation des structures sportives de la Martinique. 400 000 € ont été attribués au hall des sports du François. Les jeunes ultramarins auraient plus de difficultés à monter leur start-up. Un constat fait par le collectif Start-up Outre-mer. Une réunion de réflexion s'est tenue à Paris cette semaine. Et puis le coup d'envoi de la Coupe Mutuelle Margaillard a été donné hier soir au stade de Georges Gratien, Lamentin. La première demi-finale a opposé le Golden Lion au CS Casse-Pilote. Elle s'est soldée par un match nul. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Il reste moins d'une semaine avant les grandes parades des jours gras. Comme chaque année, la capitale aura un important dispositif de sécurité. Pas moins de 15 caméras sont réparties tout au long du parcours. Des outils modernes pour empêcher les débordements. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Elles passent souvent inaperçues dans les rues de Fort-de-France, mais l'évocation de leur nom rassure, les caméras de surveillance. Sur le parcours du carnaval cette année, pas moins de 15 objectifs, les carnavaliers approuvent. Assez souvent, il y a des dérapages, donc on aurait aimé connaître quand même les fautifs. Donc je pense que c'est une très bonne solution, voire même une bonne chose. Je pense que c'est plutôt pour ça, parce que le carnaval c'est très chaud, donc il y a toujours des accidents et tout, donc je pense que c'est ça. C'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. C'est un plus pour la police et pour la population. Je ne sais pas si on se sent plus en sécurité, mais bon, on va dire que... C'est rassurant. Voilà, exactement, c'est rassurant. Les équipes techniques interviennent pour remplacer le matériel dégradé dans toute la ville, comme ici au Terre-Saint-Ville. Tout doit être fin prêt pour les jours gras. Oui, des caméras cassées, on met une nouvelle série de caméras. Il y a quelques-unes qu'on a trouvées dégradées, cassées, tout ça. Oui, il faut les changer, mettre de nouvelles. En tout, la ville est équipée de 60 caméras. Le dispositif de vidéosurveillance existe depuis 2009. Un outil qui s'ajoute au plan de sécurité classique. Il permet en plus une réactivité immédiate des secours. On a un regard sur toute la manifestation et sur tous les espaces de la ville. Ce qui nous permet, par rapport au dispositif que nous avons, un global d'organisation du carnaval, de pouvoir intervenir très rapidement sur un malaise, par exemple, sur un comportement qui est un peu déviant. Et ça, on voit tout ce qui se passe et on intervient avec le dispositif que l'on souhaite. Ça peut être la police nationale, ça peut être des médiateurs, ça peut être des agents de sécurité. Un équipement moderne et utile selon les services municipaux. Le dispositif de vidéosurveillance sera bientôt étendu au lycée Schellcher et Bellevue. L'auteur présumé de l'agression du chauffeur de bus la semaine dernière est passé en comparution immédiate aujourd'hui. Le jeune Joséphin de 21 ans est poursuivi pour violence sur agent pour lui avoir donné un coup de poing et détérioration de biens publics pour avoir brisé une vitre du bus. Nous avons recueilli les impressions de son avocat juste avant l'audience. Il s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Michelet François. Il assume, il risque effectivement une peine d'emprisonnement. Mais moi, ce que j'espère, c'est que même si c'est une affaire qui a eu un grand retentissement tant au niveau du public qu'au niveau de la presse, que ça a entraîné une paralysie de la circulation des bus, il n'en est pas moins vrai que c'est une affaire pour moi qui est relativement simple. Alors, ce que j'espère effectivement, c'est que la décision du tribunal ne fasse pas écho à la menace, à la pression, et qu'elle soit tout simplement une décision sereine et juste. Et durant l'audience, le prévenu a reconnu une partie des faits et a déclaré avoir fait preuve d'impulsivité. Il a écopé de 8 mois de prison, dont 4 avec sursis et une mise à l'épreuve de 2 ans, une période durant laquelle il a l'obligation de trouver un emploi et d'indemniser la victime. Au chapitre social, l'association Martinique Pionnière est en redressement judiciaire depuis le 14 février dernier. Le premier incubateur féminin créé en 2012 connaît d'importantes difficultés financières, principalement financées par les fonds européens. Les dossiers de renouvellement tardent à arriver. Voyez les explications recueillies par Loïc Régis. Aujourd'hui, Martinique Pionnière se retrouve en situation de cessation de paiement, ce qui nous a conduit à demander un redressement. Martinique Pionnière existe depuis 2012 et depuis 2012, nous nous appuyons sur des fonds sociaux européens pour pouvoir accompagner des femmes.
Donc depuis la création, on a accompagné 80 femmes qui ont créé 40 entreprises, 66 emplois directs. Et voilà, et depuis cette période, en fait, ce qui nous a permis de tenir, de les installer dans un bel incubateur, de les accompagner par de l'accompagnement individualisé, des ateliers, etc. Ce sont ces fonds sociaux européens qui nous tenaient, et puis une petite part de fonds privés. Aujourd'hui, nous sommes privés de ces fonds sociaux européens qui devaient être reconduits à partir du nouveau programme opérationnel en 2015. Nous avons déposé une demande le 28 décembre et aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse. Nous sommes en 2017 et nous avons passé l'année 2016 sans fonds. Dernier jour de visite en Martinique de Thierry Braillard. Nous vous l'annoncions hier, le secrétaire d'État au sport est venu présenter le plan de rattrapage des équipements sportifs en Outre-mer. Aujourd'hui, il a présenté le programme de financement concret pour la Martinique. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. Oui, ils sont allés un peu fort là. Oui. Dernier tour de piste pour le secrétaire d'État au sport. Après avoir démontré ses talents de pongiste face au président de l'IMS, il a fait le tour des installations sportives de la structure. Beaucoup d'entre elles sur le territoire sont mal entretenues et ne répondent plus aux normes de sécurité. Il y a un retard très important au niveau des équipements sportifs parce que on ne peut pas laisser aux seules collectivités territoriales le financement de ces équipements sportifs-là. Parce qu'il faut le rappeler, il faut le dire avec force, et je le répète, je l'ai dit encore ce matin, nous sommes les plus grands pourvoyeurs de médailles pour les équipes de France. Nous sommes un vivier pour les équipes de France. La moindre des choses, c'est qu'en retour, nous puissions être aidés pour que nos sportifs puissent pratiquer le sport au moins dans des conditions de sécurité. L'un des derniers cas les plus parlants, le hall des sports du François, dont la toiture s'était en partie effondrée en octobre dernier. Face à l'urgence, le ministre des Sports, Patrick Caner, avait déjà annoncé le déblocage d'une enveloppe de 20 millions d'euros annuels répartis sur 4 ans. Son secrétaire d'État a dressé ce matin une partie du calendrier de répartition des fonds. En tout, 72 dossiers martiniquais prétendent à une partie de cette enveloppe. Lors du conseil d'administration du Centre national de développement du sport qui va avoir lieu dans 6 jours, on a déjà arrêté un soutien financier à hauteur de 400 000 euros pour cette halle des sports et ainsi que la rénovation rapide de la piste d'athlétisme qui est attenante à cette halle des sports. Donc ce sont des annonces très concrètes qui ont été faites ce matin. C'est plus de quasiment 2 millions d'euros qui vont déjà être engagés dans 6 jours. Le secrétaire d'État poursuit son état des lieux du sport antillais. Il s'est envolé ce midi pour la Guadeloupe. Et avec ces bonnes nouvelles annoncées, on peut s'évader. La Barbade en vol direct depuis la Martinique et la Guadeloupe. Une nouvelle offre proposée par Air Antilles Express. La compagnie a effectué hier son vol inaugural. Elle proposera dorénavant 3 vols par semaine vers ces destinations qui étaient autrefois très prisées par les Martiniquais. Voyez ce reportage de Guillaume Bacoul. Nouvel appareil pour nouvelle destination. C'est à bord d'un ATR flambant neuf que la compagnie aérienne Interrégional Express propose désormais de rejoindre la Barbade au départ de la Martinique et de la Guadeloupe. Destination touristique, connue notamment pour ses spots de surf, la Côte d'Or s'offre désormais aux visiteurs antillais à raison de 3 rotations semaine et à partir de 79 € l'aller simple. Une liaison qui rentre pleinement dans la logique de la compagnie qui a ouvert 10 lignes caribéennes ces dernières années. Vous avez souvent entendu parler des difficultés de voyager dans la Caraïbe. Pourquoi? Parce que l'offre des différentes compagnies n'est pas suffisante ou elle n'est pas complémentaire, etc. Notre volonté, c'est d'offrir avec les autres opérateurs des offres qui soient complémentaires et qui permettent de mieux voyager en termes de jours, de desserts. Le but est au travers de partenariats Interline ou Codeshare qui permettent d'utiliser, de faire un aller sur une compagnie et un retour sur une autre. Ça, c'est notre objectif. On n'en est pas encore là, mais c'est ce que nous voulons réaliser. Si côté martiniquais, on table sur une clientèle orientée tourisme, côté barbadien, cette nouvelle liaison devrait ouvrir des perspectives économiques. It opens up our tourism. Cela nous offre de nouvelles possibilités en matière de tourisme, nous donne l'opportunité de développer les relations économiques vers le marché français, mais nous permettra aussi d'avoir des visiteurs guadeloupéens et martiniquais, car on en avait déjà un peu, mais cela a toujours été compliqué pour eux de venir jusqu'ici. La Barbade était déjà accessible via la LIAT, mais pour les voyagistes présents lors de ce vol inaugural, l'arrivée d'une compagnie française sur ce marché est une bonne nouvelle pour les consommateurs.
C'est une excellente chose parce que par le passé, nous avions énormément de relations avec la Barbade, nous avions des vols tous les jours, nous avions énormément d'échanges entre les jeunes, les étudiants, les périodes de vacances. Il y a des possibilités de connexion à la Barbade pour des avions que nous n'avons pas au départ d'ici, etc. Il faut qu'on remette ces lignes. Vous savez, on est une espèce de ghetto. Hein. Je vous prends un exemple typique. Si vous voulez aller en Amérique du Sud, faites une petite enquête, vous les 3 journalistes, pour voir comment on fait pour aller en Amérique du Sud au départ de la Martinique et vous allez rigoler. Alors qu'on est à 50 minutes du Venezuela. Toujours dans cette logique d'ouverture vers la Caraïbe, la compagnie prévoit d'ouvrir 2 nouvelles lignes sur le marché intra-caribéen, Dominique-Saint-Martin et Saint-Martin-San Juan. Quelles sont les chances de réussite d'un ultramarin qui lance sa start-up? En dehors des problèmes financiers auxquels tout entrepreneur est confronté, un des principaux freins de la communauté serait peut-être lié au manque de modèles de réussite dans ce secteur. C'est en tout cas un constat du collectif Start-up Outre-mer qui s'est réuni mardi soir à Paris au théâtre de la Contrescarpe. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Des regards concentrés, des oreilles attentives, ces jeunes pleins d'ambition sont ici pour trouver des références, des exemples de réussite. C'est qu'on manque de modèles de réussite aux Antilles et on se dit tout simplement que c'est pas pour nous finalement, puisqu'on n'a personne à travers lequel on peut se représenter et nous donner cette envie d'aller plus loin. Mathieu anime un réseau d'entrepreneurs. Au moment de monter sa société, ce jeune Guadeloupéen a fait face à une gêne particulière, une sorte d'autocensure qui, selon lui, est propre aux Antillais. Le caractère insulaire de nos origines, parfois, tend à nous faire penser, à nous laisser penser plutôt que nos idées sont moins bien que celles des autres, alors que pourtant elles sont tout aussi bien et au contraire, on a tout à prouver, tout à faire, tout à réaliser. Lui a déjà réalisé pas mal de choses dans le monde digital. Et à seulement 24 ans, l'humoriste martiniquais est devenu un modèle pour toute une génération. Trouver des gens qui ont des parcours, tu vois, comme toi et comme tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, ben, c'est toujours, tu vois, c'est rassurant. Parce que maintenant tu dis enfin je suis pas tout seul. Moi quand on me dit que mon expérience et ma réussite c'est un modèle pour les autres, ben, j'en suis content et j'espère vraiment que ça pourra en inspirer d'autres. Okay. Et qui est-ce qui vient ce soir du coup tu m'as dit? Fédérer le réseau pour le renforcer, c'est l'objectif de ce Lamantinois qui est à l'origine de la soirée. Et pour faire tomber les barrières des jeunes entrepreneurs ultramarins, il veut même aller plus loin. Le but ultime, en effet, c'est de pouvoir créer un label qu'on pourrait comparer par exemple à la French Tech aujourd'hui, qui a une rayonnance mondiale, mais en tout cas avoir ce label Start-up Outre-mer qui mettrait en avant justement toutes les startups, qu'elles soient en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion. Ce label permettra déjà aux entrepreneurs de mieux échanger entre eux et d'ainsi passer outre le manque de modèles, d'ambition, voire l'autocensure. Comme chaque année, la période de carnaval rime avec la semaine nautique internationale de Shellshare. Nous sommes à la 27e édition et le rendez-vous est fixé sur le plan d'eau de Lance-Madame à Shellshare du 24 au 28 février. Pour en parler, nous recevons l'un des membres de l'organisation, Michel Zoux. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, une semaine nautique qui s'étale sur 4 jours pendant le carnaval. Est-ce que c'est une formule qui a fait ses preuves finalement? Ça a fait ses preuves puisque nous en sommes à la 27e édition. Donc je crois que si ça avait été autrement, nous aurions changé la période peut-être. Et ensuite, je pense que le Cercle nautique, en organisant cette épreuve à cette époque de l'année, avec le carnaval, veut allier à la fois le sport, la culture et le loisir. Alors, 135 voiliers qui viendront de l'Europe. Alors, expliquez-nous ce qui les attend cette année. Comme chaque année, donc l'épreuve se déroule sur 4 jours. Donc les débuts des régates, c'est samedi 25 à partir de 14h. Dimanche 26 et lundi 27, départ à 10h sur l'eau. Et mardi, donc la dernière journée, normalement 10h sur l'eau. Mais ça peut varier selon le temps que nous avons. Nous serons peut-être obligés d'avancer le départ pour attraper des manches en retard. Alors, du côté du public, il y aura, j'imagine, des animations qui seront proposées. Comment ça va se passer? Malheureusement, le type de voile que nous pratiquons nous oblige à nous écarter un petit peu du rivage.
Donc, ce qui fait qu'on peut le voir effectivement tout ce qui se passe sur l'eau à partir du terre-plein de Lance-Madame. Maintenant, il y a aussi un endroit, quand on monte un peu en direction de Terreville, au premier rond-point, on domine un peu l'ensemble du plan d'eau. On a une excellente vue sur la répartition des bateaux sur l'eau. Je pense que ceux qui s'intéressent à la voile auront plaisir à venir regarder un petit peu tous ces jeunes pratiquants qui viennent de partout, qui viennent d'Europe, la Norvège, la Suède, la France, donc métropole, la Corse, et puis aussi, bien entendu, la Caraïbe avec Antigua, Cuba et Saint-Barthélemy, la Guadeloupe. Voilà. Donc ça fait quand même du beau monde et des gens qui sont respectivement dans leur pays, donc champions nationaux. Et en plus, nous aurons la chance, en planche à voile, par exemple, d'avoir le podium 2016 des championnats de France minimes. Donc du beau monde et un excellent niveau. Du beau spectacle au programme. Voilà, un bon spectacle, oui. Alors, quelle est la place de la voile traditionnelle aujourd'hui dans le cœur des Martiniquais par rapport de la voile traditionnelle, justement, par rapport à la voile que vous pratiquez? Disons que la voile traditionnelle joue dans un registre que nous avons du mal à atteindre, c'est-à-dire qu'il y a un côté franchement populaire, avec, disons, des possibilités aussi de côtoyer peut-être les régatiers plus facilement, de les voir, puis c'est culturel de toute façon. Nous, c'est une forme de pratique qui a un peu de mal à rejoindre le côté populaire de la voile traditionnelle. Mais bon, ce sont quand même deux spécialités de voile. Nous pratiquons la même chose, nous utilisons le vent pour régater. Et je crois que c'est vrai qu'un jour, si nous pouvions mettre ensemble sur l'eau à la fois la voile traditionnelle et la voile dite improprement moderne, ça serait quand même un très beau spectacle pour la Martinique. Et comment évolue votre pratique de la voile dans la Martinique? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent? En Martinique, il y a eu une période plus faste, mais je pense qu'actuellement, nous assistons à un renouveau de la pratique. Et il y a aussi bien donc, la voile que nous pratiquons représente plusieurs supports. En voile traditionnelle, nous avons le gommier et la yole. Et pour nous, il y a quand même plusieurs séries de bateaux qui enchaînent et qui font que, disons qu'on a des spécialités qui sont totalement différentes les unes des autres. À la semaine nautique, par exemple, cette année, pour la première fois, nous aurons un petit quillard, donc le Surprise, qui est bien représenté en Martinique, mais c'est la première fois qu'il est introduit aux côtés des dériveurs et des planches à voile. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que le rendez-vous est donné du 24 au 28 février. Voilà, le rendez-vous, c'est le 24, cérémonie d'ouverture au complexe de Maliana. À partir du 25, départ des courses, donc samedi 14h. Les autres jours, départ 10h. Et mardi, donc 28, cérémonie de clôture, toujours au complexe de Maliana. Très bien, merci à vous. Merci. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons d'une exposition à découvrir sur le parking de la mairie de Fort-de-France. Il s'agit des masques réalisés par des enfants accueillis dans les centres de loisirs de la commune. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous emmènera au marché couvert de Fort-de-France où des beignets de carnaval ont été proposés à la vente. Mais avant, parlons sport avec le coup d'envoi de la Coupe Mutuelle Margaillard qui a été donnée hier soir au stade Georges Gracian au Lamentin. La première demi-finale allait opposer le Golden Lion au CS Casse-Pilote. Une rencontre rythmée, équilibrée, qui n'a pas eu de vainqueur, 2 buts partout. Récit du match avec José Lecherti. Ce sont les pilotes du Nord en vert qui lancent les hostilités, mais le coup franc de Kevin Joseph, lui, est stoppé par Gérald Grambert. Les Joséphains répondent à leur adversaire. Pour cette faute sur Barthéléry, ils obtiennent un coup franc. Goron décale par ce main, la frappe de l'attaquant joséphin échoue sur le poteau. Le Golden Lion insiste, Yann Timon sert Barthéléry qui ouvre la marque. On joue la 9e minute et les Joséphains mènent 1-0. Et si les deux formations se procurent des occasions, à la pause le score est 2-0 en faveur du Golden Lion. Au retour des vestiaires, les équipes poursuivent sur leur lancée, elles se créent des occasions. Les hommes de Dominique Jean trouvent la faille dans la défense joséphine. Rochambeau s'infiltre et marque pour le compte de son équipe. Le score est de 1-1.
Les Joséphains réagissent, la réplique ne se fait pas attendre. Jordi Borriel inscrit le second but pour ses couleurs. Le Golden Lion mène 2 buts à 1. Le CS Caspilote tente de revenir au score. Il obtient un pénalty pour cette faute. Il est transformé par Berdix. 2 buts partout, c'est le score final de cette première demi-finale. Allez. On a quand même marqué 2 buts à l'extérieur. Donc il reste encore un match à domicile. Donc je crois qu'on est encore, on est quand même passé à côté de quelque chose parce que au vu de la physionomie du match en première mi-temps, bon, on aurait pu obtenir mieux. On va tirer justement les conséquences un petit peu sur notre match, sur la préparation, sur pas mal de petits détails qui ont peut-être laissé présager d'une performance moyenne aujourd'hui. Mais je reste persuadé qu'on reviendra plus fort au retour. On ira avec nos moyens à Saint-Joseph. On a affronté ce soir néanmoins une belle équipe du Golden Lion avec 6 ou 7 sélectionnés, si mes souvenirs sont bons. Ce soir, on était venu vraiment faire un match d'hommes. On a mis les moyens, mais on a manqué effectivement de finition. Mais je crois qu'on est tout de même satisfait. Le match retour entre le Golden Lion et le CS Caspilote aura lieu en avril en Terre Joséphine. En attendant ce soir à 20h sur le stade Pierre-Aliquer à Dillon, la deuxième demi-finale aller opposera le club colonial au club franciscain. Plongeons dans l'ambiance du carnaval maintenant avec une exposition à découvrir sur le parvis de la mairie de Fort-de-France. 600 enfants de 9 centres de loisirs de la commune ont réalisé des masques à l'aide de matériaux recyclés. Présentation avec Alvin Corsi. Ce matin, de drôles de personnages se sont invités à la mairie foyalaise. Confectionnés par les petites mains, ces masques ont tous été réalisés avec des matériaux de récupération. On a fait ça masque avec du carton, des feuilles de bambou, des feuilles de cocotier, des feuilles de palmier. Ce sont des matériaux écologiques qu'on a récupérés partout, des cartons de la nature, tout ça. Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à ne pas gâcher et à réutiliser les matériaux, les animateurs et animatrices ont contribué à la réalisation de ces masques. Bon, ça apporte toutes sortes de choses, hein. C'est la créativité. Tous les masques sont de la créativité. Et les passants ne restent pas insensibles à cette initiative. C'est super génial, super beau. Ils ont fait de très beaux coloriages. Ok, ils sont très créatifs pour leur âge. C'est bien pour les enfants. C'est bien, ça les implique. Et puis ça change des murs. Ça change des murs vides. Donc ça fait les enfants participer à quelque chose. Donc ça peut être que bien. Les masques ont été décrochés en fin de matinée en attendant de voir si les costumes de ce week-end séduiront tout autant les spectateurs du carnaval. Et toujours dans l'ambiance du carnaval, ils étaient environ 2500 élèves à parader dans les rues de la capitale hier après-midi. Parmi eux, les élèves du petit couvent qui ont commencé la fête dès la matinée en se préparant. Louis Sabas s'est glissé dans les coulisses. Regardez. À quelques minutes du défilé, le temps est aux ultimes préparatifs. On arrange sa tenue et son maquillage, car pour ces demoiselles, on ne badine pas avec le carnaval. C'est bien de se faire maquiller quand on est au carnaval. Parce que au carnaval, on est toujours un petit peu fou. J'aime bien, je ressemble à une princesse. J'aime bien quand c'est le carnaval. On va dans les rues, on danse. Dans l'établissement, l'excitation monte, mais pas seulement chez les enfants. De nombreux parents sont présents pour ce défilé. Certains viennent de loin pour assister à ce moment, car le carnaval au Petit Couvent, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille. Je suis la marraine de Joali, qui a eu l'honneur de me convier à ce petit moment de partage de carnaval. Donc je lui ai répondu oui, donc 8000 km pour venir l'accompagner. Je vis en Guadeloupe, donc j'ai fait le déplacement uniquement pour être là aujourd'hui. Enfin, le temps du défilé arrive. Dans leurs petites robes multicolores et leurs chapeaux distingués, les 350 filles de l'établissement privé peuvent être fières de leur déguisement. De la maternelle au cours moyen, elles ont toutes participé à la confection de leurs costumes. Ça s'est préparé sur plusieurs jours. Vous pensez bien qu'il a fallu faire la peinture sur tissu avec les enfants qui nous ont accompagnés. Elles ont pris les paillettes, on a fait de la peinture sur tissu. Donc c'était beaucoup de travail. Au rythme des grosses caisses, les écolières laissent exploser leur joie dans les rues de Fort-de-France. Je trouve que c'est très bien parce qu'on s'amuse, on danse, on chante.
La pluie finit par s'inviter à la fête, mais qu'importe, pour ces enfants, l'heure est aux réjouissances, la meilleure façon d'entrer de plein pied dans ce carnaval 2017. Il avait 65 ans, il était connu pour son art dans la fabrication du tambour. D'Artagnan Laporte s'est éteint à son domicile au Gros Morne aujourd'hui. Nous l'avions rencontré dans son atelier plusieurs fois où il avait partagé sa passion. Père de 3 enfants, D'Artagnan Laporte était aussi connu dans le milieu sportif, du basket en particulier. Il a été coach à l'Aigle Noir du Gros Morne, à la Gauloise de Trinité et plus récemment à l'Aiglon du Lamentin. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France et qui devrait vous mettre l'eau à la bouche. Les beignets de carnaval ont été mis à l'honneur sous le marché couvert. Bien évidemment, Hubert Bornil et Anaïs Gall ne se sont pas fait prier pour se rendre sur place. Regardez. Alors Nuguette, ce matin, on a pas mal de gens. Il va falloir qu'on accélère la cadence là. Hein. Oui, oui. Alors ça, c'est Accra, bon Accra. Et puis, voilà. Et puis, on fait aussi des beignets. Des beignets bananes. Beignets carnaval. Oui. Voilà, c'est comme ça. Pas ni carnaval sans beignets. Traditionnellement, on les prépare en période de carnaval, notamment dans plusieurs régions de France. En Bourgogne-Franche-Comté, oui, on fait les beignets de carnaval sucrés. Pour le carnaval? Pour le carnaval, c'est pour le carnaval, oui. Dans le temps, c'était des panières que les anciens faisaient dans des panières en osier, dans un linge, et puis gardaient ça toute la semaine, 15 jours, voilà. Chez nous, nombreux sont ceux qui ont connu ces fameux beignets à la banane. Difficile alors d'affirmer qu'ils correspondent réellement au code de fabrication existant ailleurs. Le beignet, c'est sucré, la crosse, c'est salé. Nous, on fait avec des bananes jaunes. Mais bof, en principe, c'est beignet naturel, farine, sans banane dedans. Beignet de carnaval. Nos fameux beignets carnaval ont une histoire et surtout une forme. Et quant à la préparation... Banane, du lait de coco, du lait, du sucre et puis de la farine. Question préparatif, ok. Sinon, depuis quelques années, le marché de Fort-de-France se met aux couleurs et surtout aux saveurs de la tradition. Illustration faite avec le beignet carnaval. On avait quasiment oublié, perdu de vue que les beignets se faisaient dans cette période-là. L'un des petits Hubert, bon ben, c'est de beignet caïnou, quoi. Ben, une planète fait lien, bon ben voilà. Donc c'est une idée d'abord de l'Office du tourisme. Qui a voulu remettre cette tradition au goût du jour. Et on a fait une farandole pour montrer aux gens qu'on fait des beignets pas seulement avec les bananes, mais avec tous les fruits, tout ce qu'on veut. Pour réussir les fameux beignets carnaval, il n'y a pas de secret particulier. Chacun peut y apporter sa propre note personnelle. On peut aussi tester d'autres fruits que la banane. Coco, sucré. Il y a coco gingembre, sucré aussi, beignet. Il y a patate douce. Une chose est sûre, les beignets de Martinique semblent bien décidés à s'affirmer durant cet avant-jour gras pour le plaisir de tous les palais. Alors on est vraiment dans l'ambiance du carnaval, vous l'avez compris, beignet carnaval, beignet le matin, beignet à midi, beignet le soir ou banane si vous préférez. Il en a bien profité. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez que 2 collectes seront organisées. Une sur le parking du centre commercial Le Rond-Point de 9h à 14h à Fort-de-France. L'autre sur la place du marché du Marin de 8h à 13h. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zodda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec On Check Pays. À tout de suite.